intéressant qui fait beaucoup parler avec la terminologie IA. Alors donc il faut savoir que dans IA on met beaucoup de choses. Dès qu'on dit IA, on a l'impression que tout de suite tout va s'arranger, on va trouver la solution à tout. Alors en fait IA c'est un terme générique qui regroupe beaucoup de choses différentes et ça ne résout pas tout parce que bon on a le deep learning, le learning machine, etc. Et on arrivera probablement un jour à un système où les machines elles-mêmes apprendront à partir de leurs propres données sur des réseaux neuronaux multicouches à fonctionner toutes seules et à donc pouvoir s'auto-corriger. Alors ce dont je vais vous parler aujourd'hui, en fait dans l'IA, il y a deux, en ce qui nous concerne en ophtalmologie, il y a deux grands axes. Il y a tout d'abord l'axe l'IA au service des machines. Non, je vais vous parler. Donc, je vais vous parler de ce que nous faisons, de ce que je fais chez moi. Et une autre partie de l'IA qui est l'aide à l'organisation de la consultation qu'on va développer probablement au cours de ces exposés. Alors, en ce qui concerne, je vais vous parler de cet appareil qui est absolument fantastique. Il faut reconnaître que quand on m'avait donné le cahier des charges, je l'ai acheté avant même de l'avoir vu. Et donc, le VX 650. Et lorsque je l'ai j'ai créé dans mon centre une véritabilité, une sorte de laboratoire expérimental afin de mettre au point différentes techniques avec deux objectifs. Tout d'abord, définir un nouveau trajet du patient dans la consultation, puisqu'on a subi une grande mutation sur le trajet de la consultation il y a environ 10-15 ans. À l'époque, l'ophtalmologiste faisait tout de A jusqu'à Z. Il y a 10-12 ans, donc les orthoptistes ont pris toute la partie réfractive et nous arrivions à la fin. Donc nous allons vivre maintenant une autre mutation qui est liée justement à l'arrivée d'appareils qui vont quelque part intervenir dans le champ d'action des orthoptistes pour nous permettre d'avoir des informations directement, c'est-à-dire qu'une partie des actions menées par les orthoptistes vont être directement mesurées par cet appareil qui peut d'ailleurs être manipulé par un auxiliaire médical parce qu'il fonctionne tout seul. Et le deuxième axe, c'est la mise au point de la téléophtalmologie. Comme vous savez, la téléophtalmologie, tout le monde en parle, c'est aussi un grand truc. Il y a actuellement sur le marché beaucoup de gens qui lancent des coquilles vides en disant voilà, téléophtalmologie, télémédecine, milliards. Et comme nous le verrons, la téléophtalmologie, ce n'est pas rien du tout. Il y a des responsabilités médicales. Et la mise au point d'un matériel fiable pour permettre la téléophtalmologie, c'est-à-dire balancer à 100 km de son cabinet avec une certaine fiabilité qui fait que la responsabilité médicale ne sera pas engagée, tout au moins être jouée convenablement. Et bien ça c'est important, c'est ce que nous mettons au point. Alors le VX 650 qui est un appareil qui est complètement automatisé. Il nous permet un examen complet en 3 minutes et demie. Il nous permet d'obtenir réfraction, imagerie complète du segment antérieur, aberrométrie, tonométrie, rétinographie. Il nous apporte plus d'informations en 3 minutes et demie qu'un examen qui durerait peut-être une demi-heure ou 3 quarts d'heure. La réfraction subjective est réalisée par notre appareil qui s'appelle l'IRefract. Les données sont mises ensuite par le réseau vers un logiciel métier ou vers un cloud. Alors, au sein Vision West, nous avons créé une unité dédiée avec ce véritable laboratoire de développement. Alors, on va voir le déroulement de l'examen, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un véritable robot. Le patient n'a pas changé de place, il s'assied devant un appareil. Il y a une personne qui est à la manœuvre donc et le robot va se déplacer tout seul et vous voyez le défilé différentes actions wavefront, topographie, pachymétrie, topographie, fond d'œil, photographie de l'œil. Tout ça va très vite en 3 minutes et demie. Là, la tension oculaire, l'examen est terminé, ça a été bien sûr un peu accéléré, et à l'issue de ça, nous avons une sorte de résumé, et sur ce résumé, c'est un peu comme une table de matière qui suffit par lui-même, vous avez déjà toutes les données, ces données peuvent être transmises sur le smartphone du patient, chez un correspondant, dans le logiciel métier, mais également toutes les têtes de chapitre que vous avez soulignant en bas la cornée, le segment antérieur, l'analyse de la simulation,
rétinographie peut s'ouvrir l'un après l'autre. Et à ce moment-là, on découvre un nombre de fonctions impressionnant. Alors voyons déjà la réfraction, système Hartmann-Shax. On a d'emblée la réfraction évaluée avec pupille diurne et pupille nocturne, ce qui permet d'expliquer des variations de patients le jour et la nuit. On a une simulation de la vision du patient avec sa correction et sans correction. On peut également simuler la vision si on ne corrige que les LOA, c'est-à-dire les corrections lunettes. Par exemple, si vous avez un patient qui se plaint d'avoir des éblouissements la nuit avec ses lunettes et que ses lunettes sont bien corrigées, on peut retrouver par exemple des HOA qui expliquent ce phénomène, éventuellement prescrire des verres adaptés. On peut identifier des aberrations cornéennes internes totales. Ça peut expliquer donc les phénomènes photiques, mais comme nous le verrons tout à l'heure, au moment où les DOF arrivent, c'est extrêmement important d'avoir une donnée sur les aberrations sphériques de la cornée. On a également une analyse MTF, et donc qu'on a d'emblée toujours en 3 minutes. On a également un sujet dont on parle beaucoup, l'examen du film lacrymal. On peut évaluer tout de suite le VUT avec les différents indices, classification etc. On peut déterminer également donc effectivement l'origine du syndrome sec et prescrire le traitement adapté. Ensuite, on a d'emblée également dans le flux de consultation normale. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas d'examen spécial. On a tout ça d'emblée. C'est-à-dire qu'on a la topographie antérieure, la topographie postérieure, la pachymétrie. On peut détecter le kératocone. Et par exemple, si dans le flux d'une consultation habituelle, un patient par exemple me dit voilà, j'aimerais bien être opéré, on sait qu'on peut entamer la discussion avec lui et ne pas perdre de temps en rentrant dans ce sujet. En revanche, si on voit qu'il y a une pachymétrie à 420 ou un kératocone, on dit d'emblée au patient non, c'est pas la peine, on peut pas envisager d'opération. Donc on gagne beaucoup de temps sur cet acte. Alors ensuite, l'analyse antérieure fondamentale. On a tout ça également. Alors vous voyez, on a une imagerie de la cataracte et classée, on a avec une classification échelle LOX. Alors ça a un intérêt bien sûr médico-légal, mais également on peut montrer au patient qui vient pour dire tiens, j'ai un problème de lunettes, etc. On peut dire écoutez, vous voyez comment devrait être un cristal normal ou voilà un cristallin, donc vous devez être opéré cataracte. On peut également, quand on a un patient qui a un glaucome, on peut tout de suite déterminer est-ce que c'est la cataracte qui pousse son iris en avant, est-ce qu'on a un angle ouvert pour faire une SLT ou une IP, on peut déjà déterminer ça. Ensuite, on a l'axe d'un implant torique éventuellement qui se décide sans qu'on ait besoin de faire 36 examens. On a également le blanc à blanc, toujours pour la stratégie du torique. On a l'angle kappa, très utile pour le diagnostic, notamment pour le choix de l'implant multifocal dont on va parler. Donc tout ça, on l'a d'emblée. Alors ensuite, là, je vous montre par exemple, lorsqu'il s'agit d'une cataracte, on voit, moi j'ai une petite lentille sur une maquette, je dis au patient, voilà, vous voyez comment devrait être la cataracte normalement, regardez comment il est, et les gens, ça prend secondes, il n'y a même pas de discussion, ils savent d'emblée qu'ils ont une cataracte qui doit être opérée. D'autre part, on peut distinguer les aberrations sphériques ou les autres, d'ailleurs, en ce qui nous concerne, allons plus simple, donc l'aberration sphérique, on détermine les aberrations sphériques cornéennes internes totales, ce qui nous permet de choisir notamment les DOF, puisque comme vous le verrez demain, le choix des DOF, notamment monofocal, est conditionné par la sphéricité cornéenne, et la prise en compte de la sphéricité cornéenne deviendra certainement un des éléments quasiment obligatoires dans le choix des implants. Ensuite, nous avons bien sûr une rétinographie sans dilatation qui nous permet de suivre les névus. Alors, il faut savoir que ça évolue tellement vite, on fonctionne avec l'intelligence artificielle qui va nous permettre très prochainement, dans les prochains mois probablement, de permettre de suivre si un névus bouge d'une consultation à l'autre comme en dermatologie. Ça nous permettra également de diagnostiquer, surveiller les rétinopathies diabétiques, c'est-à-dire qu'on peut imaginer par exemple pour les micro-hémorragies des systèmes d'alerte, et ça arrive très vite, qui alerteront le médecin d'une rétinopathie diabétique qui évolue, une dépigmentation éventuellement maculaire, et bien sûr, il y a d'autres éléments qui arrivent très vite sur cette machine et qui permettront de compléter tout ce qui manque et ce qui est très peu, vous l'imaginez. Alors, cela permet de définir un nouveau trajet que j'ai imposé, puisqu'après, on est tous un peu dans nos habitudes, donc j'ai
de trajet, en faisant que les patients arrivent à l'accueil, ils passent derrière cet appareil, ensuite ils vont soit vers l'orthoptiste, ou soit directement vers moi. Au départ, les premiers jours, même pas la première demi-journée, on perd un petit peu de temps, et après ça amène tellement d'avantages que finalement on a un gain de temps incroyable dans les indications qu'on peut avoir. Alors, en ce qui concerne le deuxième axe, c'est la télémédecine. Alors, il faut savoir qu'on travaille également de façon à mettre au point un système fiable sur la téléophtalmologie. Puisque vous savez qu'il y a une responsabilité médicale, il y a deux options, ça c'est bien régulé. Il y a un médecin généraliste qui était inculpé pour homicide involontaire parce qu'il était passé à côté d'un coma diabétique, un patient qui avait une langue blanche, il tire la langue, vous êtes diabétique, vous inquiétez pas, vous avez une cause, je vous envoie le traitement. La personne est morte 2 jours après, et la famille inculpe le médecin d'homicide involontaire et il est indéfendable. Pourquoi? Parce que le médecin avait considéré qu'il avait suffisamment d'éléments pour faire un bon diagnostic, et ensuite il était considéré à partir du fait où il acceptait de faire de la télémédecine qu'il avait la possibilité de suivre le patient. Donc d'avoir un suivi, donc la notion de connaissance du territoire, de territorialité est extrêmement importante. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Un médecin qui accepte de faire la télémédecine ou de la téléophtalmologie considère de fait qu'il a suffisamment d'éléments pour faire des diagnostics de façon à ne pas justement être impliqué, d'avoir fait des erreurs de diagnostic qui seraient non défendables si jamais il y avait des éléments. Alors le smartphone qui fait de la téléophtalmologie, ça ne suffit pas. Alors au centre, actuellement, ce que nous faisons, on a dans cette unité dédiée, donc avec un local complètement indépendant, un personnel affecté, donc 2 appareils, le VX650 et l'AirFrac. On évalue chaque application et leur taux de fonctionnement. On était parti, cet appareil, je l'ai à peu près depuis 6 mois, et le taux de fonctionnement de chaque application, c'est-à-dire tension oculaire, cornée, examen du segment antérieur, ne cesse d'augmenter. Et actuellement, on est à un taux à peu près, on coche pour chaque patient le taux de réalisation, et on est à peu près aujourd'hui à 85-90% de succès sur les applications, ce qui fait qu'on arrive sur les bases normales de l'automatisation qu'on retrouve par exemple dans tous les systèmes d'automatisation, dans les aéroports, à la SNCF, etc. C'est-à-dire dans tous les systèmes automatiques, vous aurez toujours 85-90% des patients ou des gens qui sont susceptibles de passer par un système automatique, et vous devrez penser à 10-15% des autres pour des réseaux de suppléance. Alors donc on utilise le pourcentage de fonctionnement de chaque application, on développe des unités compatibles avec des exigences diagnostiques et déontologiques, et on travaille en collaboration avec le centre de recherche et développement de Visionics qui est situé en Israël, et donc au niveau de leur réactivité d'intelligence artificielle, je pense que c'est pas la peine de vous dire combien ils sont performants. Alors donc voilà où nous en sommes aujourd'hui, l'état des lieux aujourd'hui au centre Vision Ouest à Sartrouville. On obtient donc 85% de fonctionnement avec l'ensemble des applications. Dans 90% des cas, on a pratiquement 90% des mesures. 80% des patients passent à l'AirFrac. L'AirFrac, c'est l'appareil qui mesure automatiquement les lunettes, la réfraction. On compare dans cette étude, donc je fais un double examen, c'est-à-dire que les gens passent par cet appareil, et ensuite c'est vérifié par l'orthoptiste, et ensuite moi je fais le point, et on voit l'écart qui existe entre ces différentes mesures. Et ce sont des données justement, on va parler du e-learning, du e-learning, et ça fait partie des data qui vont alimenter le système, qui contribuent à l'améliorer. On a des évolutions extrêmement rapides attendues dans les prochains mois. Alors il y a une deuxième unité qui a été créée chez mon ami Thierry Lebin, qui est installé à Saint-Ouen. Donc on travaille sur cette unité, et donc j'invite tous ceux qui sont intéressés par une aventure de ce type-là à me contacter sur les coordonnées avec mon email auquel on pourra parler du futur. Alors voilà le registre. Alors j'ai des choses, je vais terminer parce que c'est très important. Alors je vais vous montrer comment fonctionne le réseau du patient aujourd'hui. Alors vous avez l'accueil au secrétariat, vous avez l'assistant médical, orthoptiste, infirmière. L'examen est fait par AirFrac VX650, ça passe dans un cloud, et ensuite ça passera dans le logiciel métier. Et voilà. Alors je vais vous montrer pour terminer. Voilà.
comment ça se passe. Donc ça c'est au Centre Vision Ouest. C'est une vidéo qui va être très intéressante. Je suis sûr qu'elle va beaucoup vous intéresser, qui va nous prendre une trentaine de secondes. Voilà, là vous avez les deux appareils qui sont mis côte à côte. Le patient, parce qu'on parle beaucoup de théorie, mais c'est bien de voir en pratique ce qui se passe. Je pourrais pas terminer cet exposé sans montrer la réalité, parce que le reste après sont des mots, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, donc là, le patient passe derrière le vis, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc les mesures se font. Ça va pas être très long, vous verrez. Donc voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc l'appareil, le repos, les mesures sont prises. La tension oculaire. On peut voir sur les petites icônes sur la tablette dérouler des interventions. Hop. Ça va très vite, ça va moins vite que ça, mais on a également la photo, l'attention, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et hop, l'examen est terminé, ça arrive sur le résume. On passe, voilà, vous voyez toutes les applications, on peut agrandir les images de rétinographie, tout ça c'est digital. Et ensuite on passe à la réfracte. Hop. Je vous mets encore 15 secondes de patience. Non, 15 minutes, vous les aurez pas. Non, c'était un test. Et 200 musique, bien sûr. Voilà. Oui, effectivement, je vous laisse regarder. Ça y est, c'est terminé. Et donc, en conclusion, je dirais que le VX650 est un appareil déjà très fiable. Il nous permet finalement un gain de temps incroyable. C'est-à-dire que même si on a tous les autres instruments, ce qui est mon cas, il nous fait gagner beaucoup de temps. La consultation, il nous permet de visualiser le patient pour une cataracte ou pour une opacification de la capsule postérieure, comme on le voit sur les clichés. Il nous donne une imagerie qui nous donne un intérêt médico-légal dans les cataractes. Avec acuité visuelle conservée, il nous permet de visualiser l'angle, de choisir le choix du traitement, il nous permet d'avoir une action dans la stratégie et le choix de l'implant, il permet de sélectionner d'emblée les patients potentiels qui sont les candidats potentiels à la chirurgie réfractive, la rétinographie avec l'examen du fond d'œil, l'analyse du syndrome de Side et enfin la détection des astigmatismes irréguliers, kératocone et dysphotopsie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Juste une rapide question, même s'il y aura un débat. Est-ce que vous avez une évaluation en termes d'activité, de gain d'activité et en ressources humaines? Alors actuellement, j'en suis exactement à ce stade. J'ai engagé une personne spécialement, deux personnes dédiées à ça. Mais actuellement, je suis en train d'expliquer à mes orthoptistes que leur métier est en train de changer et qu'ils ne doivent pas rester cantonnés à ce qu'elles font actuellement et que finalement les machines vont finir par faire ce qu'elles font et que si elles veulent continuer à avoir une action intéressante, c'est qu'elles doivent passer par la formation derrière ces machines parce que leur rôle va complètement changer. Et en gain d'activité pour l'ophtalmo? C'est extrêmement pratique parce que on a une capsule. Vous pouvez consulter beaucoup plus de patients. Ah oui, et puis surtout on évite des discussions inutiles parce que je veux dire qu'on montre l'image. C'est-à-dire qu'en résumé, je dirais en une phrase, tout ce qui est numérique est en numérique, mais tout ce qui est d'habitude descriptif apparaît en image. Donc c'est-à-dire que les images sont montrées aux patients et elles parlent d'elles-mêmes parce qu'une image, je ne vois aucun patient qui discute sur une cataracte, une opacification, une capsule postérieure. Oui. Normalement le débat est à la fin, mais ça a l'air d'être très très pressé. Merci. Je voulais juste poser une question. On sait que ces appareils non contact sont très sensibles au bruit, à la qualité de la surface oculaire, au thé cornéenne. Donc comment on est sûr qu'il n'y a pas d'artefact de reconstruction ou d'interprétation? Est-ce qu'en amont on fait un examen à la lampe à fente ou on met directement le patient Non, alors donc les patients passent déjà sur cet appareil et ensuite je dois dire que plus le temps passe et je regarde sur la lampe à fente quand même. Bon, je vais pas sans coup à la lampe à fente parce que c'est quand même normal parce qu'on a quand même cette vision à la lampe à fente très particulière. Mais à la limite, un fond d'œil, on a la rétinographie, on n'a même plus besoin de ça pour voir. Ça nous fait gagner un temps fou sur les voilà. Merci beaucoup. Il y aura beaucoup d'autres questions, mais qu'on réserve pour la suite. Si vous pouvez passer le micro.